Donc aujourd'hui, on va voir la mort en Égypte. Donc après la visite du musée qui s'est passée la semaine passée, je vais vous demander de compléter le mot croisé suivant. Alors pour vous aider, il y a des petits indices. Donc chaque fois, ça représente un numéro, ça représente un endroit sur le mot croisé, des indices et des images. Et sur l'écran, reprojetez les images en plus grand, donc si vous voulez les voir plus grand, ce qu'on met sur l'écran. Donc voilà, je vous laisse 10 minutes pour compléter le mot croisé. C'est bon pour tout le monde? Il y en a un, le 8, normalement, ça va être un peu plus difficile pour vous puisque vous n'avez pas vraiment été au musée. Donc, la première lettre, c'est un J. Et la deuxième, un C. Pourquoi c'est en deux parties? Ouais. On va y aller pour la correction. Donc, Elodie, je vais te demander de lire le premier. Alors, je vais l'envoyer. Ouais. Je permets de conserver encore par un moment. Je suis là. Ouais. Alors, le deuxième, pour Michel. Je suis un personnage célèbre de l'Égypte. On me connaît grâce à mon terrible récit que je fais couper en temps par mon frère. Depuis, je règne dans le royaume de l'au-delà. Je suis Osiris. Bien.
Nicolas. Je sépare la vie de la mort, je suis entre deux déserts, Afrique et Libye. Je suis sacré par les Égyptiens, je contribue tellement à la vie agricole des paysans égyptiens, je suis le Nil. Bien. Alors il y avait une petite faute d'orthographe, si vous savez mettre un S après le désert. C'est toujours mieux. Voilà. Le 4, Michel. On a les signes caractéristiques de l'écriture égyptienne, on a les hiéroglyphes. Ouais. Vas-y Maxime pour le 5. En Égypte, je peux prendre plusieurs formes. Je peux être une mastaba, une pyramide, un degré, une lisse. J'abrite les morts, je suis un tombeau. Bien. Le 6 pour Elodie. Je suis une religion qui admet la croyance en plusieurs dieux. Je suis le polythéisme. Oui. Le 7 pour Jean-Michel. Je suis un ensemble de formules magiques qui permettent aux défunts de passer dans le royaume des morts. On les trouve souvent dans les tombeaux. Je suis le livre des morts. Ouais, donc le de nouveau, il y a des petites fautes d'orthographe qui se sont glissées. Je suis, vous pouvez barrer le E. Je suis une, vous barrez le E. Et à tombeau, vous mettez un X. Et à formule magique, vous mettez S. Voilà, Nicolas. Je suis né en 1857 et mort en 1957. Je suis connu par mon métier d'égyptologue. J'ai contribué en grosse partie à la collection du musée du cinquantenaire. J'ai réalisé des fouilles à Elflag. Ce fut un des plus gros chantiers belges. Je suis Jean Cabat. Capard. Et le 9 pour Michel. Il y a aussi réalisé et par R. Je suis le dieu soleil de l'Égypte, je suis Ra. Bien. Donc voilà pour les mots les plus importants sur la mort en Égypte. Donc maintenant, vous voyez que vous avez une petite photo. Je vais vous demander de donner une définition d'une momie. Pour vous, une momie, c'est... Alors, qui donne sa définition? Vous l'avez dit? Une momie, c'est un corps embaumé et conservé dans des bandelettes. Ouais. Donc tu peux la répéter pour que tout le monde note la même définition? Une momie, c'est un corps embaumé et conservé dans des bandelettes. Donc voilà. Maintenant, on va un petit peu voir comment les Égyptiens réagissaient-ils face à la mort. Donc pour ça, je vais vous demander d'observer tous les documents que je vous ai mis jusqu'à la page, jusqu'au document 8. Donc vous les observez, vous les regardez. Et je vais projeter le document 4 parce qu'il n'a pas bien paru lors de l'impression. Vous arrivez à me le lire comme ça? Pardon? Tu observes dans un premier temps tous les documents et après on fera ensemble. Donc maintenant je vais vous demander de regarder sur l'écran. Il n'y a pas de son.
Bon, ben voilà. Donc, ça, c'était pour le premier document. Je sais pas comment on fait pour faire ça. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre document. Je ne sais pas si vous connaissez le film Adèle Blanc-Sec. Donc, c'est un petit passage d'Adèle Blanc-Sec. Comment je fais pour faire. Je vais bloquer dessus. Bon, tant pis, j'ai pas de son, mais c'est. Oh, on voit rien. En fait, c'est beaucoup des images qui sont intéressantes. Donc voilà. Donc maintenant, vous prenez la page suivante et on va compléter le petit tableau. Donc je vous ai fait regarder et observer des documents pour voir ce qu'il y avait de... Donc, dans un premier temps, on a vu 3 documents. Donc la BD de Quentin, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre et les aventures d'Adèle Blanc-Sec. Donc maintenant, dans ce document, vous allez essayer de voir des éléments qui sont corrects, les éléments qui sont imaginaires et justifier pourquoi vous pouvez dire que c'est correct ou incorrect. On va le faire ensemble. Donc pour le premier document d'Astérix et Obélix, quels sont les éléments corrects? Vas-y, Jean-Michel. C'est une pyramide. Observer une pyramide, mais dans le document vidéo qu'on a vu en fait. Le point qui est réel. Donc vous pouvez mettre dans la première partie les éléments corrects du sphinx, puisque on le revoit dans quel autre document? 7. Ouais. Et maintenant, quels sont les éléments imaginaires? C'est parce que tu dis tout bête. C'est pas Obélix, ça peut tomber son nez. Ouais, aussi. Et juste le personnage Obélix, à ton avis? C'est faux. Donc vous pouvez noter aussi, donc dans les éléments imaginaires, Astérix et Obélix sont des personnages inventés. Et en plus, ce n'est pas Obélix qui a fait ça. Et vous pouvez justifier en faisant référence au document 7 où on voit bien qu'il y a un sphinx. Voilà. Maintenant pour le document 2. Donc c'est sur la peinture de Tintin et Milou. Alors, si vous comparez avec la visite du musée quand on était dans l'endroit où il y avait tous les cercueils, les sarcophages et ces représentations-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et même par rapport au document, qu'est-ce qu'il y a de différent? Si vous voyez ici notre momie, il y avait des bandelettes où? Sur le visage. Sur le visage. Donc ici, il n'y a pas de bandelettes sur la tête. Vous pouvez mettre éléments imaginaires. Et puis aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des savants qui sont momifiés. Est-ce que, à votre avis, est-ce qu'on momifie des savants? Vous pouvez mettre aussi que c'est un élément imaginaire.
Et pour les éléments corrects? L'inscription des noms, peut-être. Comme quoi, Julien qui est dans le Congo. Ouais. Et aussi le sarcophage. Et donc maintenant pour le document numéro 3 d'Adèle Blanc-Sec. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, mais en fait, c'est toutes des momies qui se révèlent. Alors, les éléments corrects. Ils sont emballés. Ils sont aussi de nouveau dans le sarcophage. Éléments imaginaires. Elles sont réveillées. Non, les momies ne sont pas vivantes. Et voilà. Alors, comme conclusion, vous pouvez noter. Ça va pour le tableau, Oui, ça va. vous avez tous les éléments? Oui. Donc, pour la conclusion, vous notez les documents présentés dans les bandes dessinées et au cinéma sont imaginés afin de plaire à un public moderne. Il se base sur des sources historiques ou des musées, mais donne une fausse représentation. Maintenant, je vais vous laisser donc quelques minutes pour lire les questions et y répondre. Je vais vous demander à la fin que chacun fasse une question et qu'il vienne noter sa réponse au tableau. Préparez-vous pour tenir le
Mais tu as fait la carte ou alors? Tu viens de répondre à la numéro 6, s'il te plaît. Note bien le numéro de l'autre. S'il te plaît. Ah oui, vas-y. C'est pas un concours de beauté. Maxime, tu veux bien venir répondre à la question numéro 7 ou Francis Michel? On n'était pas encore la réponse. Donc voilà, on va faire une correction. Elodie, je vais te demander de lire ta question et de lire ta réponse. Que font les prêtres lorsqu'une personne décède? Quand le parent meurt, les prêtres font des prières, ensuite on lave, on magnifie le corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Oui. Vous avez trouvé la bonne réponse? Oui. Donc Jean-Michel, je vais te demander de lire ta question, de lire ta réponse. Comment se déroule la momification? Donc, on enlève les organes du mort, ensuite on le remplit avec de la sciure et on le retrouve de sel pendant quelques semaines pour finir par l'enrouler dans des bandelettes ou en place des amulettes. Ouais. C'est une très bonne réponse. Vous êtes aussi d'accord avec ça? Donc vous pouvez noter les réponses. Hein.
demande de dire ta question. On va passer d'abord à Nicole Jacques. Pourquoi momifiait-il le mort pour se purifier avant de rejoindre l'au-delà? Les croyants d'une vie après la mort. Après la mort. Alors aussi, vous pouvez noter, c'était pour conserver le corps pour la vie justement après la mort. Car ils avaient besoin de leur corps pour accéder à l'au-delà. Michel, maintenant. Dans quoi placer le corps du défunt? Dans un sarcophage? Ouais. Donc vous pouvez tous noter en prenant sarcophage. Je tente Maxime. Quel est l'autre élément essentiel pour que le mort accède à la vie éternelle? Et ta réponse était? Avoir le cœur plus léger que le plume. Ouais, c'est une très bonne réponse. Et pourquoi on disait ça? Donc c'est avoir le cœur léger comme une plume, c'était donc si vous avez le cœur léger, c'est que vous avez fait du bien durant votre vie. Et maintenant, la question 8. Pourquoi les pharaons plaçaient-ils leurs momies dans des tombeaux, à votre avis? Pour Élodie? Pour le protéger des voleurs. Excellente réponse. Donc vous pouvez tous noter, à la question numéro 8, ils se plaçaient dans un tombeau pour se protéger des voleurs. Maintenant, je vais demander à un volontaire de lire la petite synthèse. Vas-y. Les Égyptiens croient une vie après la mort. Ils pratiquent la momification, ils sont polythéistes et seuls les puissants et les dieux pourraient avoir une seconde vie après la mort. Très bien. Ça sera tout à fait. Merci. Je fais le commentaire de la leçon d'Isaline. Alors, tout d'abord une petite question, parce que j'ai peut-être pas bien suivi, mais page 3, où les étudiants, enfin les élèves ont-ils trouvé la réponse « Je suis Jean Capard ». La réponse se trouvait où, j'ai pas vu. Mais en fait, avec le musée, Oui, mais je veux dire, eux, comment ils le savaient? ça m'avait donné, parce que j'ai dit que justement, ils ne savaient pas. Parce que, Ah oui, tu l'avais donné celui-là, d'accord, oui, parce que je me suis demandé comment ils avaient trouvé la réponse. D'accord, ok. Entendu. Alors, tout d'abord, je voudrais d'abord te dire que tu as fait une bonne leçon. Tu as cherché à diversifier non seulement les exercices, mais également les sources sur lesquelles les élèves pouvaient exercer leur esprit critique. Et cet esprit critique, tu l'as fait exercer justement en leur demandant de faire le départ entre ce qui était de l'ordre de l'imaginaire et d'autre part ce qui était lié à la réalité concrète, c'est-à-dire aux sources archéologiques. Alors ce qui était le plus intéressant dans cette démarche, c'est que Isaline a demandé surtout de justifier. C'est pas seulement de dire, voilà, il y a telle source qui est imaginaire et il y a telle autre source qui correspond à un fait réel, c'est surtout qu'elle demande de justifier. Donc ça, c'est quelque chose que je vous demande de noter. Hein, il faut toujours pouvoir argumenter, arriver avec des preuves. Sinon, on ne fait pas d'histoire, on fait... peut-être on a un beau raisonnement, mais encore faut-il le prouver. Alors, sur le plan pédagogique, je crois que c'était tout à fait du niveau d'élèves de première année du secondaire, pour des élèves qui ont 12 ans en moyenne, donc là je n'ai rien à dire quant au niveau. Tu passais entre les bancs de telle manière que tu pouvais te rendre compte des capacités des élèves à pouvoir répondre aux consignes que tu leur avais données. Alors, en ce qui concerne le matériel utilisé, bon, moi je ne sais pas si je suis seul dans le cas ou si tout le monde a reçu les mêmes photocopies que moi,
mais je trouvais qu'il y avait quand même un problème de qualité de ces documents, hein, que ce soit pour les documents iconographiques ou imprimés. En tout cas, pour le document numéro 4, là, c'est strictement illisible. Je me suis rendu compte une fois que c'était imprimé, donc ça doit être... Voilà. Et alors, même pour les documents iconographiques, bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant de connaître le nom des savants qui, dans les cigares du pharaon, sont momifiés, ça on est bien d'accord, mais on lit avec vraiment, enfin, on ne parvient pas à lire en tout cas ce que Tintin émet comme réflexion dans le phylactère. Hein. Donc là, c'est peut-être un petit peu dommage. Alors, tu as dit à un moment donné aux élèves, vous connaissez tous, je suppose, Adèle Blanc-Sec. Moi, je ne sais pas qui c'est, tu pourrais me dire qui c'est? C'est une BD qui a été reprise au cinéma. Au cinéma. Ouais. Donc ça a été produit. Donc c'est une bande dessinée à l'origine. Ouais, c'est une bande dessinée, ça a été repris par Luc Besson et il en a fait un film ici en 2010. Entendu. Alors, au début, alors là, je dirais que où tu pêches véritablement, c'est tout ce qui est orthographe. Ouais. Alors, tu as effectivement rectifié un certain nombre de choses par toi-même. Je crois que ça aurait pu être rectifié juste avant la photocopie, ça c'est une chose, puisque tu t'en étais rendu compte. Hein, mais tu as laissé, outre tes remarques, encore un certain nombre de fautes que tu n'as pas évoquées devant les élèves. Donc ça, c'est plus qu'un péché mignon, parce que tu sais qu'en fin d'année, le cours de maîtrise de la langue occasionne vraiment des problèmes à beaucoup d'étudiants. Il faut avoir 12 de moyenne, et ce serait dommage que, pour ne pas pouvoir accorder les adjectifs avec leurs substantifs ou les sujets avec les verbes, tu aies des problèmes. Donc là, je crois que tu dois vraiment faire un gros effort, hein, pour te mettre en ordre. Hein. Pour te donner un exemple, simplement déjà tu dis, mais là c'est pas... Oui. Le premier exercice, tu dis les explications qui se trouvent en dessous du mot croisé. Tu as déjà vu un mot croisé, toi? On dit des mots croisés. Un mot, c'est pas se croiser tout seul. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Donc tu vas dire des mots croisés. Il faut être au moins à deux pour se croiser, que je sache. Donc c'est une question de logique. Alors sur la même page 1, tu as relevé, je crois, certains mots, mais il y avait des fautes. Mais par exemple, la troisième ligne de l'exercice numéro 2, non seulement il y a une faute, mais en plus de ça, il y a quelqu'un qui a lu et tu n'as même pas relevé. Il dit « je fus coupé en morts ». Tu voulais dire en morceaux. Ouais. Et tu n'as même pas relevé quand l'étudiant a lu en morts non plus. C'était en morceaux, j'imagine. Voilà. Donc tu vois, ce sont des petites choses. Et puis à la ligne en dessous, mais là tu ne l'as pas corrigé, que je sache, tu as dit « depuis que je règne ». Et tu n'as pas vu que tu avais mis un S à règne. Alors que c'est la deuxième personne du singulier comme un S. Hein. Oui, alors au-delà, il fallait un trait d'union. La page qui suit, bon, tu as bien corrigé des R. Mais par contre, toujours pour l'exercice numéro 3, tu as laissé égyptien avec un E minuscule. Hein, alors que c'est un... Voilà. Alors l'exercice numéro 4, tu dis on est les signes caractéristiques, on est les, on dit nous sommes, et pas on est. Hein. Ça va? Alors l'exercice numéro 5, on dit un mastaba et pas une mastaba. Alors l'exercice numéro 7, tu dis je suis, bon, tu as corrigé, tu as dit, finalement, tu as supprimé le E de une à ensemble, mais formule magique, tu l'as laissé... J'ai après dit qu'il fallait mettre au pluriel. Oui, mais alors, d'accord, mais qui permettent, là tu le laisses au singulier. Alors que permettre, il fallait au pluriel. Hein. Ton mot, tu as bien dit qu'il fallait le mettre au pluriel. Entendu. Enfin, si je te dis ça, c'est parce que si c'était une ou deux petites fautes, je dirais, bon, en stage, ça pose problème. Je te ferai de toute façon la remarque. Mais comme il y en a beaucoup, je te demande d'être particulièrement attentive, pas spécialement pour mon cours, mais pour ton examen de maîtrise de la langue. Ce serait vraiment dommage que tu aies un problème en maîtrise de la langue. Ça va? Mais c'est vrai qu'en stage, tu aurais des documents comme ça, autant je t'ai dit qu'elles sont intéressantes sur le plan méthodologique et sur le plan pédagogique. Il y aurait 10 ou 15 fautes d'orthographe comme ça.
En fait, Donc- je vais pas... Oui, mais n'oublie pas que quand tu es en stage et que tu as 20 heures de cours par semaine, ça va encore plus vite qu'ici. Tu as encore moins de temps pour corriger. Ça va? Et tu dois faire des photocopies à la chaîne. Et donc, si tu dois faire recorriger en classe à tous tes élèves toutes les fautes d'orthographe, tu vas chaque fois passer 10 minutes au début de tes cours. Donc, il faut vraiment s'arranger pour que tout soit corrigé avant de faire les photocopies. Ça va? Je te le dis, hein, parce que ce serait vraiment dommage que tu aies un problème à ce sujet-là. Bon, alors, outre cela, qu'est-ce que j'ai encore noté? Ben oui, quand les élèves écrivent au tableau, ben, quand ils font des fautes, il faudrait peut-être corriger aussi. Par exemple, je crois que c'est Jean-Michel qui écrit ça, le point 4, on enlève les organes du mort est au pluriel, je ne sais pas pourquoi. Enfin, on le remplit santé. Mais tu vois, sur la même ligne, il y a déjà 2 grosses fautes d'orthographe, de grammaire. C'était fait exprès. Oui, d'accord, mais le problème c'est que tu ne l'as pas aidé parce qu'elle n'a pas relevé ces fautes d'orthographe. Donc quand les élèves vont au tableau, il ne faut pas seulement corriger seulement le fond, il faut aussi corriger aussi l'orthographe. Moi je ne fais pas, il y en a encore d'autres, vous savez, des fautes d'orthographe au tableau. Voilà, la ligne, par exemple la question 5, la question est au pluriel alors que la réponse est marquée, s'il te plaît Jean-Michel, une seconde, car il croyait au singulier alors que la question est au pluriel dans les feuilles élèves. Et après, sans Oui, voilà, enfin, je ne veux pas, oui, faire la vie après, il est marqué après la mort, conserver le corps. Oui, donc, je vous dis à tous, puisque ici c'est elle qui jouait le rôle du professeur, mais à ceux qui ont été au tableau, même remarque pour le cours de maîtrise de la langue. Hein. Vous savez que ça, ce sont des fautes impardonnables. C'est pas comme lorsque, dans l'orthographe d'usage, par exemple, vous oubliez de mettre 2L ou 2T, ben, voilà, c'est pas un problème aussi, mais ici, ce sont des fautes de grammaire. Ça va? Un pluriel, on apporte la marque du pluriel, on ne met pas la marque du pluriel quand c'est un singulier, quand c'est un verbe, ben, on réfléchit quand même à la dernière lettre. Quand c'est l'indicatif présent, on ne met pas I, quand c'est un T dans ce cas-là. Quand c'est je règne, évidemment, verbe de la première conjugaison, hein, il ne faut pas de S, c'est à la deuxième, à la troisième conjugaison qu'on met un S. Tu sais ça quand même, hein, je finis un S, tu finis un S, mais je mange, il n'y a pas de S, et c'est tu manges qu'il y a un S. Ce sont des choses, s'il vous plaît, écoutez-moi, parce que si vous faites... Oui, mais si vous faites ces fautes-là, c'est quoi? C'est Madame Linspo, votre professeur de français. Vous imaginez, elle va... Vous voulez vraiment qu'elle ait un problème de santé, parce que, voilà, moi je serais professeur de français, je serais vraiment à bout de nerfs, hein, voilà. Pour le reste, je t'ai dit que c'était une bonne leçon, donc en termes de compétences, tu as les qualités qu'il faut, en tout cas pour une élève de première année, hein, parce qu'en deuxième, en troisième, il y aurait moyen d'améliorer plein de choses, mais mon but n'est pas là. Vous êtes en première, c'est un exercice, vous êtes en formation, je trouve que c'est bon. Voilà, on voit que tu as fait des efforts, tu as tenté de chercher des sources diverses, tu as fait ton travail seuil alors qu'origine vous étiez à 2, donc c'est bien. C'est pas très bien, mais c'est bien. Voilà, j'ai dit.